Bonjour tout le monde, est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Bien. Alors, nous terminons. Il nous reste encore trois. D'abord, j'espère que vous allez tous bien. J'espère que vous avez passé une bonne fin d'année et que vous vous portez tous très très bien. Je vous souhaite tous et à toutes une très bonne année. Alors, nous terminons aujourd'hui, enfin, ce que nous avons commencé la fois dernière concernant, nous sommes toujours dans la partie des acteurs juridiques. Puisque nous avons terminé le droit objectif, donc nous entamons le droit subjectif. Et donc, je vous disais la semaine dernière que le droit subjectif, l'expression du droit subjectif désigne donc des prérogatives particulières dont une personne peut se prévaloir sur un bien ou sur une autre personne. C'est ça ce qu'il faut garder en tête. Donc, le droit objectif, c'est cette expression qui désigne en fait un droit qu'une personne peut exercer aussi bien sur un bien que sur une personne. Alors, lorsqu'il s'agit d'un exercice sur une personne, on appelle ça les droits personnels. Vous savez que ce sont des questions qui ont été posées à l'oral pour les masters, ces questions. D'accord? Dans le concours des masters, on pose ce type de questions qui sont censées être étudiées déjà en première année. Qu'est-ce que c'est qu'un droit personnel et qu'est-ce que c'est qu'un droit réel? Et croyez-moi qu'il y a beaucoup d'étudiants qui n'ont pas pu justement franchir l'étape du master aussi bien à l'écrit qu'à l'oral parce qu'ils n'ont pas su répondre à ce type de questions. Donc, donc je disais que ce sont des prérogatives, donc des privilèges qu'on peut exercer aussi bien sur un bien que sur une personne. Alors, lorsqu'il s'agit d'un bien, on parle d'un droit réel, et lorsqu'il s'agit de personnes, on parle d'un droit personnel. Donc, une personne peut exercer aussi bien un droit réel qu'un droit personnel. Il faut dire que, toujours dans le droit objectif, le droit subjectif, euh, un certain nombre d'événements, comme la naissance, que ce que nous allons aujourd'hui terminer, peuvent entraîner l'application de la règle de droit, donc du droit objectif, donc des événements, des faits juridiques et des actes juridiques pour l'application de la notion de la règle de droit. Alors, quand on parle d'un acte juridique, nous sommes dans les actes juridiques. Ça veut dire, si je fais un contrat avec vous, eh bien, je suis dans un acte juridique. C'est parce que je le veux, vous le voulez. Nous allons donc réunir un certain nombre de conditions que nous aurons l'occasion d'étudier en deuxième semestre pour qu'on puisse dire que je suis devant un acte juridique. Eh bien, à cet acte juridique, il va y avoir une application de la règle objective que nous avons étudiée. D'autres événements peuvent arriver comme la mort. La mort, ce n'est pas un acte juridique. La naissance, ce n'est pas un acte juridique. La mort et la naissance, un certain nombre d'événements qu'on appelle des faits juridiques. Le fait juridique, ça veut dire ce sont des événements que vous n'avez pas voulu, mais qui sont là. Ils sont là, donc il faut leur appliquer une application de la règle de droit. Donc, voyez bien que, aussi bien sur des événements que sur des actes juridiques, il va y avoir une application du droit objectif. Et la dernière fois, je vous ai parlé sur qui va s'appliquer ces droits objectifs, et bien sûr sur ce que nous appelons des personnes physiques et des personnes morales. Nous appelons personnes morales, ce sont les sociétés, tout ce qui est groupement, fondation, hubus, un certain nombre, des coopératives, tout ça, on les appelle des personnes morales. Ça veut dire des sociétés, d'accord, et des groupements, et des coopératives, et des fondations. Tout ça, ce sont des personnes morales parce qu'ils ont une personnalité juridique ou ils n'ont pas de personnalité juridique. Nous aurons l'occasion d'étudier cela plus tard. Mais restons, concentrons-nous sur les acteurs juridiques, ça veut dire les personnes physiques. Et la dernière fois, je vous ai parlé de ces personnes physiques. Je vous ai dit que les personnes physiques, que nous appelons également acteurs juridiques, eh bien, ils ont ce qu'on appelle une personnalité juridique. Et cette personnalité juridique, je vous ai expliqué que dans l'Antiquité, et même à une époque même récente aussi, vous savez que on portait des masques, d'accord, pour dire nous portons un masque. Donc, la personnalité vient du personnel, ça veut dire le masque qu'on porte dans les bals avant
pour se cacher derrière quelque chose. Mais en fait, c'est comme si on joue un rôle dans la vie. Et donc, ce rôle, il va commencer par la naissance et il va se terminer par le décès. Donc, la personnalité juridique commence à la naissance et elle va se terminer au décès. Mais entre la naissance et le décès, il va bien y avoir l'application de la règle de droit. Et donc, je vous ai parlé aussi de cette durée de cette personnalité juridique et puis quels sont les éléments qui peuvent identifier cette personnalité juridique. Comment est-ce qu'on peut identifier que j'ai une personnalité juridique? Eh bien, l'identification de cette personnalité juridique va se faire par un certain nombre de pouvoirs, par un certain nombre d'attributs que le législateur, la loi, donne. Nous avons un nom, nous avons un domicile, nous avons une nationalité, nous avons des prérogatives, nous avons une capacité. Tout ça fait que nous sommes identifiés par rapport aux animaux, par rapport aux choses, d'accord, et par rapport même aux sociétés, d'accord. Mais ce qui est important aujourd'hui, et là c'est un grand problème juridique, ça veut dire si je dois avancer l'idée que la personnalité juridique commence à la naissance et elle se termine par le décès, oui, ça je l'ai bien compris, et que le décès met fin à notre personnalité juridique, ça veut dire que les héritiers qui vont venir par la suite vont profiter d'un certain nombre de choses, de faits juridiques par la succession, l'héritage, les dettes. Vous voyez bien que la règle de droit continue d'être appliquée. Mais ce n'est pas là le problème. Le nœud, c'est qu'une personne qui est portée disparue ou une personne qui s'absente, peut-on dire que cette personne est décédée? Donc, ce sont des dérogations au principe du décès. Donc, on garde en tête que la durée de la personnalité juridique commence à la naissance et s'achève, encore une fois, à la mort. Et c'est à l'instant où, l'instant de la naissance, que l'être humain acquiert la personnalité juridique. Ça veut dire la rupture, si vous voulez, du cordon ombilical. Et la dernière fois, je vous ai parlé de ce principe qui souffre d'une exception qu'on appelle la théorie de l'enfant endormi au posthume. Donc ça, vous aurez l'occasion de voir ça avec votre professeur du droit musulman pour vous expliquer que le fait de dire qu'un enfant conçu peut-il jouir de personnalité juridique, ou est-ce que c'est à sa naissance qu'on peut dire qu'il va avoir une personnalité juridique, donc il va porter le nom, donc il va hériter, donc. Vous voyez bien, il y a quand même une certaine, pas discordance, il y a des théories qui ont été avancées dans ce domaine, et on se dit finalement que le principe de l'enfant conçu, il se concilie mal avec la faculté de donner aux femmes de procéder à l'avortement. C'est pour ça que l'avortement, à un moment donné, et à date d'aujourd'hui, il est interdit, parce que si vous avortez alors que l'enfant il est déjà conçu, ça veut dire que vous tuez un enfant dans votre ventre, et du coup, c'est pénal, d'accord? Et vous savez pertinemment que l'avortement n'est pas autorisé d'une manière large au Maroc, même en France aussi, si la maman ne présente pas des conditions, un état de maladie incontestable, ou l'enfant qui risque de sortir risque d'être déformé ou malade, ou un certain nombre de choses, c'est à ce moment-là qu'on peut avorter. Mais sinon, l'avortement reste interdit parce que justement, la théorie de l'enfant déjà conçu peut bénéficier de la personnalité juridique, se concilie mal avec le fait de dire qu'on peut avorter à n'importe quel moment, parce que justement, il y a ce sont des études scientifiques, un certain médical et même éthique et morale qui interdisent l'avortement. La fin de la personnalité juridique va poser donc un problème énorme. Pourquoi? Parce que cette fin de la personnalité juridique va s'achever au moment du décès. Ça veut dire que les droits et les obligations de cette personne qui va mourir, elle va être transférée aux héritiers. Alors, dans cette fin de la personnalité juridique, nous allons après comprendre entre la naissance et le décès,
il va y avoir un certain nombre de droits et des obligations qui vont peser sur le sujet de droit qui est une personne physique. Donc, la fin de la personnalité juridique, donc, elle se déclare par le décès. Donc, elle s'achève par le décès. Dans le décès, on comprend qu'il y a le décès, il y a aussi l'absence, la disparition. Imaginez quelqu'un qui va dire à sa femme, je vais aller chercher un paquet de chewing-gum ou de cigarettes et il ne revient plus. Quelle est la situation juridique de cette personne? Excusez-moi, il y a encore du bruit dans mon bureau, il faut que j'aille calmer les esprits. C'est incroyable.
Désolée, ça, ce sont les inconvénients du distanciel. Donc, il faut toujours arrêter les travaux. Alors, je disais que l'absence, un mari qui dit à sa femme, par exemple, ou à son épouse, qu'il sort pour aller chercher quelque chose, et 2 ans après, le mari n'est toujours pas de retour. Quelle est sa situation sur le plan juridique? Est-ce que cette femme est considérée comme divorcée? Est-ce que cette femme, elle est considérée comme une veuve? Est-ce que si ce mari a des dettes, est-ce qu'elle peut aller régler des dettes? Si ce mari a des biens, est-ce qu'elle peut aller récupérer ses biens? Vous voyez bien que la situation juridique de cet événement est très important et il a un impact sur le sujet de droit que nous sommes. Eh bien, à votre avis, est-ce que cet endroit, est-ce que cette absence est considérée comme une disparition? Est-ce que cette absence est considérée comme une absence tout court? Est-ce que la veuve ou la divorcée ou la femme tout court, est-ce qu'elle peut rentrer dans les biens, les droits et les obligations de son mari? Le problème se pose. Donc, c'est ce qu'on appelle l'absence. Alors, quand on parle de l'absence, ça veut dire qu'on n'est pas sûr que ce mari est toujours vivant. On n'est pas sûr s'il est mort. On n'est pas sûr s'il a disparu, il va revenir un de ces 4 matins. Donc, on ne sait pas. Eh bien, lorsqu'il s'agit de l'absence constitue une exception, encore une fois, à la fin de la personnalité juridique. Cette exception, qu'est-ce qu'elle doit faire? Eh bien, en principe, le ministère public, il faut, bien sûr, quand ce mari dépasse les 2 années, par exemple, eh bien, il faut qu'il y ait une saisine du ministère public, ça veut dire le procureur. On va saisir également un juge des tutelles. Pourquoi faire? On va aller dans le tribunal de famille pour constater qu'il y a ce qu'on appelle la présomption d'absence. Ça veut dire que cette personne a cessé, encore une fois, elle a cessé de paraître dans le lieu de son domicile. Je ne peux pas considérer qu'elle est morte. Ça veut dire que cette femme, elle va dire, mon mari, il a cessé de venir à la maison, il s'est absenté, je ne peux pas dire qu'il a disparu, il s'est absenté, donc j'ai une présomption d'absence. Et donc, on va demander au boucher, on va demander dans le quartier, est-ce que vous avez vu cette personne? Est-ce que ceci, cela? Et donc, c'est dans cette absence, il va y avoir un délai. En France et au Maroc, la loi ne fixe pas la durée. C'est ça, on n'en fixe pas la durée minimum d'absence. Ça veut dire qu'on ne peut pas dire à partir de 6 mois, je vais dire qu'il est absent. À partir de 2 mois, je peux dire qu'il est absent. Mais lorsqu'il y a un laps de temps qui va s'écouler de 10 années, depuis le jugement de la présomption d'absence, eh bien, on peut déclarer que cette personne s'est absentée et donc on va transcrire au registre des décès son absence. Ça veut dire quoi tout simplement? Eh bien, cela veut dire que cette personne, d'accord, si un de ces 4 matins risque de réapparaître et qu'elle voit tous ses biens vendus, c'est tant pis pour elle. C'est tant pis. Ça veut dire si elle voit qu'elle a perdu ses maisons, ses biens, ou que les héritiers sont venus récupérer leur héritage, c'est tant pis pour cette personne. Elle ne peut récupérer que ce qu'il reste. C'est comme ça, d'accord? Et justement, cette situation, elle est déjà prévue par le Code de la famille, puisque c'est une reprise du Code de procédure civile, d'accord, dans ses articles 265 et 266. Que dit cet article? Si l'absent a disparu dans des circonstances qui rendent sa mort probable, regardez, on ajoute quand même la dimension de la probabilité, d'accord? Eh bien, juste les héritiers, il faut qu'ils attendent 1 an après le jugement déclaratif de ce décès et ils rentrent dans l'héritage. Ça veut dire qu'on va faire toute cette procédure, d'accord? Et si, à 1 an après, les héritiers vont commencer, après justement le jugement déclaratif de cette présomption d'absence,
les héritiers peuvent hériter. Alors, le législateur français, il ne fixe pas de durée minimum d'absence, encore une fois. Mais c'est vrai qu'au Maroc, nous fixons quand même un délai de 365 jours. Mais bon, 365 jours, aujourd'hui, c'est court. C'est très, très court, d'accord? Alors qu'en France, on préfère quand même garder les choses beaucoup plus jusqu'à ce qu'elles mûrissent pour dire qu'effectivement, cette personne, elle s'est absentée et probablement, elle est décédée. Alors, ce qu'il faut comprendre également, il y a à côté de l'absence, c'est ce qu'on appelle la disparition. Qu'est-ce que c'est que la disparition? Eh bien, c'est l'hypothèse dans laquelle, encore une fois, nous n'avons aucune certitude que la personne est morte, mais nous n'avons pas de certitude que la personne est vivante. Ça veut dire que quelque part, on n'a pas retrouvé ni le corps, mais on sait que quelque part elle est morte. Par exemple, dans un incendie, dans un tremblement de terre, il part en mer pendant je ne sais combien de temps, il ne revient plus. On sait que ça y est, c'est fini pour lui. Mais en fait, on n'a pas de preuves sur sa mort et sur son décès. Et d'ailleurs, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, des fois dans les informations, on parle de portés disparus. On ne dit pas qu'ils sont morts, mais on dit qu'ils sont portés disparus. On ne dit pas qu'ils sont absents, mais on dit qu'ils sont portés disparus. La disparition, ce n'est pas l'absence, encore une fois. La disparition, c'est l'hypothèse dans laquelle il n'y a aucune il y a une certitude sur la mort de la personne. On sait qu'elle est bien morte, mais son cadavre n'a pas pu être retrouvé. Encore une fois, l'incendie, tremblement de terre, un naufrage et tout ça. Et donc, à partir de ce fait, c'est un fait, aucun acte de décès ne peut être dressé. Et vous le savez très bien. C'est pour ça qu'on dit qu'à l'occasion des catastrophes, on dit toujours qu'il y a tant de morts et tant de disparus. Cela veut dire qu'ils sont tous morts, que seuls les cadavres qui sont retrouvés sont déclarés morts. Encore une fois. Et encore une fois, si le disparu réapparaît, ressurgit, le jugement déclarant le décès sera annulé. Donc voilà, si vous voulez, les deux dérogations, d'accord, qui existent dans le décès. Et il y a aussi l'évolution, vous savez que des techniques médicales aujourd'hui qui fait apparaître aussi des cas de survie artificielle. Les comas prolongés très longtemps, ce sont des cas qui sont difficiles dans lesquels la mort, c'est une mort clinique. Ça veut dire la mort clinique, ça veut dire il y a une cessation, si vous voulez, de toutes les fonctions vitales. Il y a aussi la mort cérébrale. En fait, il n'existe pas aujourd'hui la définition juridique de la mort. Voilà, c'est ça ce que je veux vous dire. Donc, il y a un certain nombre de situations qui sont assez confuses entre la mort cérébrale, la mort clinique, l'absence, la disparition, tout ça, ça fait partie quand même de la personnalité juridique. Et donc, pourquoi est-ce qu'on étudie tout cela? Eh bien, parce que ces personnes physiques, ces sujets de droit, lorsqu'ils ont une personnalité juridique, il faut d'abord les identifier. Donc, pour pouvoir les identifier, qu'est-ce qu'on va faire? On va opérer plusieurs éléments dans ces personnes physiques, à savoir le nom. Le nom, ça veut dire quoi le nom? Eh bien, le nom, c'est l'appellation par laquelle, par exemple, une personne est désignée par la société. C'est très important. Et le nom, donc, vous savez qu'en droit de société, il bénéficie d'une protection commerciale, et même chez nous, le nom, personne n'a le droit d'usurper votre nom, cela constitue carrément une infraction pénale. Donc, le nom, il va comprendre le nom de famille, le nom va comprendre votre prénom et éventuellement un surnom, ce qu'on appelle les pseudonymes. Donc, le nom, c'est très important. Vous savez, tout est enchevêtré, tout est imbrigué. Quand je parle du nom, ça peut être le nom de famille ne peut pas être acquis comme ça. C'est le problème de la filiation. Ça veut dire la filiation, il faut qu'elle soit
légitime. Regardez, nous parlons ici des règles objectives qui vont s'appliquer sur les sujets de droit. Quand vous portez votre nom, sachez que le nom que vous portez de famille, il ne peut pas être acquis que par la filiation ou par le mariage. Si c'est la filiation, il doit être légitime. Et si c'est légitime, parce que l'enfant légitime doit porter le nom de son père, tout simplement. L'enfant naturel, l'enfant non conçu dans le lien du mariage, il ne peut pas porter le nom de son père. Donc, une filiation naturelle n'est pas une filiation légitime. Tout ça, c'est pour pouvoir transcrire cette filiation dans un acte juridique que nous appelons l'état civil, tout simplement. Le nom peut s'acquérir également par le mariage. Par exemple, la femme mariée, en principe, ne perd pas son nom de famille. La femme mariée, elle peut garder son nom de jeune fille, d'accord? Et en cas de divorce, elle récupère son nom de jeune fille, mais ses enfants restent bien sûr, c'est pas à vous que je vais apprendre ça, elle reprend le nom de son état civil de jeune fille, mais ses enfants, ils vont quand même garder le nom du père. Qu'est-ce que je peux dire? Donc, le nom, qu'on garde en tête que le nom, il est obligatoire, il est immuable et il est indisponible. Voilà les caractéristiques sur le plan juridique. Qu'est-ce que c'est qu'un nom? Le nom, il est immuable, ça veut dire que vous portez votre nom de votre naissance jusqu'à votre décès, sauf en cas d'accident, de mariage, de divorce et tout le reste. Il est immuable, ça veut dire il est obligatoire, vous êtes obligé. Il est immuable, ça veut dire dans le temps. Et il est évidemment indisponible, ça veut dire incessible. Ça veut dire que vous ne pouvez pas vendre votre nom, contrairement au droit des sociétés que nous aurons l'occasion de voir, où les sociétés peuvent protéger, vendre, faire des franchises, un certain nombre de choses. Donc, voyez bien que le nom chez les personnes physiques n'a rien à voir dans le nom chez les personnes morales. Donc, immuable, ça veut dire on ne peut pas changer son nom, il est ad vitam aeternam, ça veut dire à votre naissance, vous portez un nom de famille jusqu'à votre décès. Maintenant, quand on parle de immuable, on peut exceptionnellement le changer lorsqu'il est grossier, lorsqu'il est difficile à prononcer ou lorsqu'il est entaché d'une réputation déplaisante. Tout ça fait qu'on peut demander un changement. Il y a d'ailleurs beaucoup de gens qui changent leur nom de famille parce que c'est des noms qui portent assez des connotations un peu vulgaires, grossières, de réputation avec certains, donc ils changent. Donc c'est un jugement, c'est une décision de justice. Et il faut, attention, il faut qu'il soit motivé par un intérêt légitime. Ça veut dire que vous n'avez pas changé de nom comme ça pour le plaisir, vous êtes obligé de changer votre nom parce que justement, il porte atteinte à votre réputation, un certain nombre de choses. Le nom ne se perd pas dans le temps, c'est très important, il ne se perd pas, même si vous ne l'utilisez pas. Donc, vous ne pouvez pas acquérir le nom de quelqu'un d'autre. D'accord? Donc, ce n'est pas parce que cette personne n'utilise pas son nom que moi, je vais pouvoir me l'accaparer. Donc, il ne se perd pas. Et puis, il est indisponible, encore une fois. Il ne peut pas faire l'objet d'un contrat pour les cessions ou pour le louer ou pour le vendre, par exemple, à quelqu'un d'autre. Donc, voilà la caractéristique déjà du nom. D'accord? Donc, voyez bien que sur le plan juridique, il est quand même important de comprendre que l'identification de la personnalité juridique commence d'abord par le nom. Le prénom, comme vous le savez tous, il vous permet de vous individualiser. Il vous permet de vous individualiser et encore, le choix du prénom, il est libre, bien que au Maroc, on a essayé d'imposer une liste d'état civil qui s'oppose, que je trouve que c'est une violation de la liberté individuelle, c'est un avis personnel, d'accord? Rien ne vous engage à le partager. Le fait d'arrêter une liste, les choix des prénoms, en principe, par principe, c'est libre. Maintenant, bon, il y a eu ce qu'il y a eu, on a établi une liste où les personnes ne sont plus libres de choisir le prénom de leurs enfants, mais ça, c'est un autre problème. Le domicile, le pseudonyme, le surnom, aussi, c'est un nom d'emprunt. C'est comme si je vous dis de fantaisie, d'accord.
c'est comme si je vous dis maintenant le Molière que vous connaissez tous, il s'appelait Jean-Baptiste Poquelin. Vous voyez bien, il s'appelait Jean-Baptiste Poquelin et il a décidé de prendre un pseudonyme, un surnom fantaisiste de Molière. Voilà. Attention, ces surnoms, ce sont des surnoms, ce sont des situations d'emprunt. Ça veut dire qu'au moment de la transcription ou le moment de la rédaction des actes officiels de mariage, de contrat de travail, d'un certain nombre d'actes juridiques, il ne faut pas que cette situation d'emprunt, ces pseudonymes, se substituent au nom initial. C'est important. Deuxième élément qui caractérise encore la personnalité juridique, c'est le domicile. Le domicile, encore une fois, il permet de localiser une personne dans l'espace. C'est très important, le domicile. La loi encore, elle fait la différence entre le domicile principal et la résidence secondaire. Et cette distinction entre le domicile principal et la résidence a des conséquences juridiques d'une manière importante et impérative, et bien sûr sur le plan légal, notamment sur le plan fiscal, encore une fois, et un certain nombre de droits et d'obligations qui pèsent sur le sujet de droit que nous sommes. Par exemple, si vous êtes en justice avec quelqu'un et il y a un huissier de justice qui se déplace, il peut se déplacer à votre domicile. D'accord? Le domicile, c'est important. Le domicile va vous permettre également de connaître la compétence des tribunaux. Cela va vous permettre de connaître également l'application de la fiscalité. Un certain nombre de conséquences juridiques sont très importantes et qui sont liées au domicile, notamment la détermination de la juridiction compétente, la fiscalité, un certain nombre de choses. Donc, sur le plan fiscal, sur le plan de droit civil, sur le plan du droit public, c'est là où vous allez voter. Vous voyez bien que le domicile est très important parce que c'est à partir de votre domicile qu'on peut vous repérer et qu'on peut vous localiser. Après le domicile, vous avez ce qu'on appelle l'état des personnes. L'état de personne, c'est tout simplement, on entend par cette expression ce qu'on appelle l'état civil. D'accord? On entend par cette expression l'état civil des personnes. L'état civil, ça veut dire état avec un petit e minuscule. À la différence de l'état avec un grand E, qui désigne, si vous voulez, l'entité politique et constitutionnelle. Donc, état civil avec un petit E. Et vous savez que chaque être humain que nous sommes, sujet de droit, présente quand même des particularités. On peut être marié, célibataire, divorcé, veuf, majeur, mineur, enfant légitime, enfant non légitime. Un certain nombre de conséquences, ce sont ces différentes qualités, d'accord, qui vont entraîner des conséquences juridiques très importantes. Donc, l'état des personnes va concourir à votre état familial et également concourir avec état politique. Ça veut dire la nationalité, la qualité des parents, le régime de la succession, les pensions alimentaires, et tout ça, c'est l'état civil qui le gère. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a le muqaddam aujourd'hui dans les arrondissements qui connaît tout de votre vie. Quand vous allez demander un certificat de vie ou quand vous allez demander un papier à l'administration pour une pension alimentaire, il sait que vous êtes marié, que vous êtes divorcé, que vous n'êtes pas marié, qu'un certain nombre de choses ont des conséquences juridiques sur votre état civil. Donc, voyez bien que tout est relié à l'état. Donc, les caractéristiques, si vous voulez, de cet état des personnes est identique, encore une fois, aux caractéristiques de l'état des noms. Ça veut dire qu'il est également, on ne peut pas renoncer à son propre état. D'accord? L'état ne peut pas disparaître tant que la personne est vivante. Un état, il est entre les mains de l'autorité, donc l'état civil, vous avez votre carnet, mais sachez que la copie de cet état, il est entre les mains de l'état, avec un grand E, en l'occurrence l'autorité qui vous détermine et qui sait exactement d'où vous sortez, qu'est-ce que vous portez comme nom, quelle est votre situation matrimoniale, etc., etc. Donc voilà, si vous voulez,
les caractéristiques de l'État civil. Donc, le troisième point qui est important également dans les personnes physiques, c'est la capacité. La capacité, c'est très important, la capacité, cette capacité, et vous savez que la capacité, elle est juridique des personnes physiques, et cette capacité, c'est le fait de dire « je suis capable de vivre » dans la vie juridique. C'est ça la capacité, si je dois. C'est l'aptitude à vivre dans la vie juridique. Cette capacité, elle est très importante. On peut la diviser en deux. Vous avez ce qu'on appelle la capacité d'exercice et la capacité de jouissance. Quand vous parlez de la capacité de jouissance, c'est tout simplement l'aptitude à avoir des droits et des obligations. Quand on parle de la capacité d'exercice, comme son nom l'indique, ça veut dire, c'est le pouvoir, cette fois-ci, de mettre en œuvre ses droits et ses obligations. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire que dans la jouissance, c'est une aptitude, et dans l'exercice, c'est un pouvoir de mettre en exercice, d'accord, et en œuvre soi-même ses droits et ses obligations. Je peux vous dire que, par exemple, un bébé, il a la capacité de jouissance, mais il n'a pas la capacité d'exercice, parce qu'il ne peut pas lui-même mettre en œuvre, d'accord, lui-même ses droits et ses obligations, c'est un bébé. Un enfant mineur également, il a une capacité de jouissance, mais il n'a pas une capacité d'exercice. Un homme qui est malade, par exemple, il a un problème, une déficience mentale, il a une incapacité mentale, une défaillance mentale, eh bien, il a une capacité de jouissance, mais il n'a pas une capacité d'exercice. Pourquoi on fait cette distinction? Elle est très importante parce que nous aurons l'occasion de voir que dans les sociétés, en tant que personne morale, nous aurons l'occasion que les sociétés ont une capacité d'exercice, mais ils n'ont pas une capacité de jouissance, tout simplement. Ça veut dire qu'ils ont le pouvoir de mettre en œuvre des droits et des obligations, mais ils n'ont pas l'aptitude à le faire puisque ce sont des organes de gestion qui vont faire à leur place, à la place de la société, puisque la société, comme je l'ai dit au début, c'est un être juridiquement qui est né d'une manière artificielle. Il n'a pas une personnalité juridique de jouissance dès le départ. Alors, il faut que vous compreniez que cette personnalité de jouissance et d'exercice, elle est très importante parce que on peut dire que la capacité d'exercice, lorsqu'il s'agit des mineurs ou lorsqu'il s'agit des majeurs sous curatelle ou sous tutelle légale, ben, il va être dans l'incapacité d'exercer ses droits. Cette incapacité d'exercer ses droits, on peut dire qu'il y a un fondement de protection et même un fondement répressif. Par exemple, je ne sais pas moi, quelqu'un qui a commis, par exemple, un médecin qui a commis, par exemple, un avortement illégal, il sera privé d'exercer la fonction de médecin. Vous voyez bien que le fait de dire il sera privé, elle a un fondement répressif, ça veut dire on voudrait faire une interdiction légale d'exercice de cette personne. Donc, il sera frappé d'une incapacité d'exercice. Elle a aussi un fondement de la volonté de protéger. On protège certaines personnes contre des décisions qu'ils peuvent faire elles-mêmes, mais contre leurs propres intérêts, parce qu'ils n'ont pas cette faculté, ils sont fous, ils sont malades, ils sont mineurs. C'est pour ça que le système de la tutelle a été instauré, d'accord, par le droit, pour protéger ces personnes. Eh bien, on peut dire que la capacité d'exercice, c'est le fait de dire qu'on va exercer effectivement nos droits pour les négocier, les céder, les administrer, d'accord? Mais attention, cette capacité d'exercice peut être frappée d'une incapacité pour un fondement d'intérêt, pour protéger les intérêts de certaines personnes qui sont fragiles, on peut dire ça, et même un fondement, si vous voulez, d'ordre public répressif. Pourquoi? Parce que, par exemple, encore une fois, quelqu'un qui a été condamné à une peine criminelle, il est frappé à titre complémentaire d'une peine, d'une interdiction légale d'exercer. Vous voyez ce que je veux dire? Ça veut dire qu'on va le condamner pour son infraction commise, mais en plus, on va lui dire, vous êtes incapable d'exercer
pendant 5 ans ou 6 ans ou 10 ans, etc., etc. Donc, vous voyez bien que l'incapacité d'exercice, elle est très importante et la capacité d'exercice, elle est aussi importante. Donc, il faut dire aussi que c'est très important que l'incapacité, cette capacité qui est protégée par le droit, si vous regardez, ça veut dire qu'il n'y a pas une définition, encore une fois, puisque quand vous voulez conclure un acte juridique, la loi vous dit il faut que vous soyez capable, tout simplement. Et dans la loi, on vous dit que la capacité, elle est régie par le droit public musulman, par le droit musulman. Ça veut dire que nous sommes dans le droit musulman pour régler le problème de la capacité. Cette capacité, elle est très importante parce qu'en France, si vous êtes capable, ça veut dire que vous êtes mineur vous êtes incapable jusqu'à 16 ans sur le plan pénal et 18 ans sur le plan civil. Vous pouvez vous marier, vous pouvez faire des transactions, mais sur le plan pénal, vous êtes quand même responsable à l'âge de 15 ans. Ça veut dire que si vous commettez un crime à l'âge de 15 ans, on n'allait pas croire que vous êtes dans une incapacité, parce que vous êtes dans la minorité, et d'accord, vous allez être exonéré de vos responsabilités. Non, loin de là, on va vous incarcérer et on va attendre votre majorité pour vous mettre encore sous le régime des adultes. D'accord? Eh bien, au Maroc, en France, ils ont cette distinction qui est assez tranchante entre la minorité et la majorité jusqu'à 18 ans. Au Maroc, nous avons une exception en droit musulman, puisqu'elle est régie par le droit musulman, la capacité. Nous avons cette exception de dire que en matière commerciale, attention, je ne suis pas dans la matière civile, mais je suis en matière commerciale. Imaginez que votre papa vous a laissé un restaurant, d'accord? Et que vous êtes encore mineur. Et que la minorité va exiger à côté de vous un tuteur légal qui va veiller, un oncle, un cousin, intègre, bien sûr, et qui va vous protéger pour ne pas que vous soyez dans l'appauvrissement de votre propre. Il va protéger votre patrimoine. Imaginez que ce tuteur légal, qui est nommé par le tribunal ou par la famille, va veiller sur vos biens. Mais à un moment donné, il va dire, bah, il est temps que Mehdi, par exemple, il a 15 ans aujourd'hui, il comprend, je vais l'initier à quelques actes dans le café que son père lui a laissé, parce que, in fine, ça lui appartient, et donc il est temps qu'il apprenne les ficelles du métier. Et donc, de temps en temps, il va l'intéresser, d'accord, avec autorisation du juge, bien sûr, de la tutelle, pour de temps en temps qu'il s'implique dans la gestion de ce restaurant ou de ce café. Mais il n'a que 15 ans, ce garçon, donc il n'a pas encore la majorité requise. La majorité requise étant à 18 ans. C'est là où il peut vendre, acheter, louer, mais avant, il ne peut rien faire. Il est frappé d'une incapacité d'exercice. Et le tuteur, il ne peut pas faire certaines transactions parce qu'il risque d'être jugé par la suite pour ce que nous appelons de la lésion. Ça veut dire qu'il va vendre les choses, il va appauvrir le patrimoine du défunt, de son frère peut-être qui est décédé. Donc, il préfère rester prudent. Donc, il va commencer à impliquer, si vous voulez, ce garçon de 15 ans dans la gestion. Mais attention, là encore une fois, le législateur a autorisé cette gestion, mais en disant il faut faire la distinction entre les actes de gestion et les actes d'administration. D'accord? Il n'a pas le droit de rentrer dans les actes d'administration. Ça veut dire qu'il n'a pas le droit de louer, d'acheter, de vendre, de signer des contrats, de révoquer. Maintenant, il peut, quand on parle de la gestion, ce n'est pas la gestion au sens commercial du terme, il peut gérer, il peut voir un peu est-ce que les employeurs sont là, les employés, est-ce qu'ils arrivent à l'heure, il peut chercher, peut-être à transformer l'emplacement de ce restaurant. Ça veut dire qu'il va s'impliquer plus ou moins, mais sans rentrer dans la gestion dure Alors, si le tuteur remarque que cet enfant, à 15 ans déjà, il est en train de s'intéresser
à cette restauration ou à cette activité, c'est ce qu'on appelle, c'est la période de l'expérimentation. Marhalat al-irtibar. Ça veut dire qu'il est en train de l'expérimenter pour le faire rentrer plus tard dans les affaires de ce fonds de commerce. Eh bien, le fait de dire que je vais le faire intégrer plus tard, je vais lui donner un moment pour qu'il prenne la main, d'accord, qu'il ait la main dans la gestion, dans le monde des affaires. Ben, si à 15 ans, il donne satisfaction, bien sûr, tout ça se fait sous contrôle du tribunal. Attention, ben, à 18 ans, bien avant 18 ans, même à 16 ans, il peut l'émanciper. C'est ce qu'on appelle attaché. Ça veut dire qu'il va l'affranchir et à 16 ans, il peut intégrer le commerce et faire du commerce. Attention, cette exception n'est valable que en matière commerciale et non pas en matière civile. D'accord? Donc, de l'expérience jusqu'à l'émancipation, après, il y a la majorité, ça veut dire la capacité pour pouvoir gérer. À ce moment-là, il sera grand, mûr, âgé, et mature et vacciné. Mais cette période qui dit qu'en droit musulman, nous, en matière commerciale, nous tolérons qu'un enfant de 15 ans rentre dans le commerce à 16 ans, il peut même gérer la caisse, eh bien, tout simplement, ça se passe sous contrôle du tribunal, en l'occurrence le juge de la famille. Maintenant, à l'inverse, si cet enfant à 15 ans déjà, il est en train de zigzaguer et le juge des tutelles, il est rentré avec lui dans cette période d'expérimentation et il l'a émancipé encore une fois à 16 ans et par la suite il s'est rendu compte que cet enfant est en train de tourner, il a tourné sa veste et il commence à dilapider les caisses du restaurant et il commence à faire du n'importe quoi. Le tuteur légal, sous autorisation du juge des tutelles, peut lui retirer cette autorisation, cette émancipation et il va tomber dans l'incapacité encore d'exercer jusqu'à 18 ans. Est-ce qu'il y a des questions à ce niveau? Est-ce que vous avez des questions? Allô, est-ce que vous êtes là? Bah, Est-ce que c'est donc, pour résumer, madame, ce qu'on vient de voir, ce sont les attributs de la personnalité juridique d'une personne physique. exactement? Je suis bien une personne physique et j'ai fait une dérogation pour vous montrer qu'il y a une incapacité d'exercice qui n'est pas réellement une incapacité d'exercice, c'est une dérogation, d'accord, concernant le droit commercial. Rappelez-vous de ce droit commercial parce que je reviendrai par la suite sur cette distinction entre les actes de gestion et les actes d'administration. Donc, ce qu'il faut retenir aujourd'hui à travers ce cours, c'est que les personnes physiques, ils ont des attributs juridiques prévus par la loi, à savoir la capacité d'exercice et la capacité de jouissance. La capacité de jouissance, nous naissons tous avec une capacité de jouissance, oui, certes, mais attention, Il faut la nous naissons maturité requise, vous avez dit. l'exercice, elle n'est pas innée comme la capacité de jouissance, d'accord? Sauf, encore une fois, pour les sociétés que nous aurons l'occasion de voir la semaine prochaine, où il va y avoir une différence entre la capacité d'exercice et la capacité de jouissance. Il faut garder en tête également que la personnalité juridique commence par la naissance et elle se termine par le décès. Au Et décès. même dans ça encore, il y a des exceptions concernant l'absence et la disparition, d'accord? Et même les morts cliniques et les morts cérébrales. Mais tout ce monde-là, si vous voulez, toutes ces personnes physiques que nous étudions, ce n'est pas par hasard, parce que quand nous aurons l'occasion d'étudier dans la théorie des obligations contractuelles, vous verrez qu'il y a certaines prérogatives qui peuvent être exercées et pas d'autres, parce que je vais exercer encore un droit réel, un droit personnel. Est-ce qu'il a la personnalité? Est-ce qu'il a l'exercice? Est-ce qu'il n'a pas d'exercice? Est-ce qu'il est mineur? Il y a un certain nombre de régimes juridiques qui se déclenchent parce qu'il est mineur, justement, et il n'est pas mineur, ainsi de suite. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Non, c'est clair, madame. C'est clair. OK. Alors, je m'arrête là. D'accord? Qu'est-ce que je voulais vous dire? Donc, on verra la semaine prochaine les personnes morales, d'accord?
pour aller plus. Je crois que la semaine, il nous reste encore 2 autres cours, d'accord? Et je vous lâche dans la nature pour que vous puissiez préparer vos examens. D'accord? D'accord, c'est clair. Ok. Alors, je vous remercie. Merci beaucoup. Très bonne journée. Bon début de semaine. Merci. Au revoir, madame. Au revoir. Merci, madame. Au revoir. Au revoir.